convention s'appelle, je crois, résultat de la concertation nationale ou quelque chose comme ça. Donc c'est faux, parce que le résultat de la concertation nationale, on ne l'a pas encore. On l'a lundi. C'est quand même pas de bol niveau calendrier. On n'était vraiment pas loin de pouvoir vous donner le résultat, mais on l'aura que lundi. Donc on reviendra vers vous dans le cadre du réseau, peut-être justement pour appâter le chaland. Donc, le sujet de la lutte contre la maltraitance, c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'en parler maintenant comme d'une nouveauté, parce que c'est tout sauf une nouveauté. Certains d'entre vous se souviendront de la mallette Mobical, qui était disponible, la trousse de bientraitance des personnes âgées dépendantes, lancée en 2006, donc ça ne nous rajeunit pas trop. Cependant, le sujet a quand même retrouvé un second souffle ces derniers temps, puisque... voilà, Monsieur Vervial. Bonjour. Bonjour, Monsieur Vervial. Est-ce que vous m'entendez bien? On ne vous entend pas fort. Vous ne m'entendez pas fort. Est-ce que là, c'est mieux? J'augmente mon volume. Ah oui, c'est pas mal. Vous devez m'entendre très fort, par contre. Non, ça va? Voilà. Non, c'est très bien. Oh oui, c'est parfait, pas plus. Ok. Je vous partage mon diaporama. C'est ça. Donc, du coup, je disais que le sujet avait trouvé quand même un certain renouveau ces derniers temps, puisqu'on a une définition plus large désormais de la maltraitance, que vous connaissez avec la loi du 7 février 2022, donc la maltraitance. Donc, vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins ou à sa santé, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. La situation de maltraitance peut être ponctuelle ou durable, intentionnelle ou non, et leur origine peut être individuelle, collective, institutionnelle, elles ont des formes multiples. Donc, la définition a quand même été revue et élargie et fait appel à deux notions, alors non pas nouvelles, mais qui sont quand même mises en exergue, la maltraitance institutionnelle et la maltraitance involontaire. La lutte contre la maltraitance fait partie des missions des ARS, c'est dans le Code de la santé publique. Vous allez dire que je suis un peu égocentrée, mais c'est vrai que les ARS sont aussi des acteurs forts de la lutte contre la maltraitance et du développement de la bientraitance dans les établissements et services de santé et les établissements médico-sociaux. À ce titre, et pas que, les ARS reçoivent les réclamations, les événements indésirables. On en a parlé en début de cette journée. Juste pour vous donner un ordre d'idée, des chiffres issus de SIVSS et de CIREC. En 2022, 73 600 événements, réclamations ont été remontés via ces outils. Et seulement 2184 ont en tout cas le motif affiché de maltraitance. Donc vous voyez que c'est très très faible. 932 dans le secteur personnes âgées, 332 dans le secteur personnes handicapées. Là, je dirais semi-bonne nouvelle, parce que ce n'est jamais une bonne nouvelle, mais c'est que ces déclarations augmentent. Alors vous allez me dire que je suis un peu bizarre de penser ça pour une bonne nouvelle, mais on peut quand même présupposer que c'est davantage de repérage et davantage de déclaration de ces événements de maltraitance, et que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va nous aider à les traiter et à les prendre à bras-le-corps. Donc ce sujet de majeur pose encore la question donc, du repérage, on l'a vu, via les déclarations notamment, de coordination des acteurs pour traiter ces plaintes. Les établissements en ont directement, les ARS en ont, les conseils départementaux en ont, parfois les mairies en ont. Beaucoup d'acteurs sont le réceptacle finalement de ces réclamations, mais on manque un peu de coordination tous ensemble, et la prévention bien sûr. Donc ont été lancés depuis maintenant plusieurs mois les états généraux de la maltraitance, et on attend donc la stratégie nationale de lutte contre les maltraitances. Il ne faut pas oublier le pluriel parce que c'est important, pour l'automne 2023. Donc on va voir les premiers retours lundi.
Cette stratégie sera bien sûr déclinée dans la feuille de route de l'ARS, puisqu'on a fait de cet axe un axe fort de notre programme régional d'action, mais on n'a pas attendu, puisqu'il y a donc déjà des éléments qui font partie du programme du travail du CECA et qui sont mis en œuvre, comme des ateliers d'éthique et de bientraitance, la campagne IFORAC Regard croisé sur la bientraitance. Donc c'est un sujet qu'on a bien en tête et qui va vraiment être au cœur de nos préoccupations dès l'automne, puisqu'on aura les instructions nationales. Donc je passe la parole à Monsieur Vervial, donc qui va nous présenter l'état des lieux et les pistes de travail de France Asso Santé. Merci beaucoup. Alors, en propos liminaire, je voudrais juste vous dire que ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est absolument pas une vision objective des problèmes qui peuvent se passer dans les maltraitances. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une vision subjective. Je vais expliquer pourquoi. En fait, on a analysé, à France Asso, on a une ligne téléphonique, une ligne juridique, qui est composée d'une vingtaine de juristes qui répondent en permanence tous les jours à des appelants qui ont une situation de santé à démêler d'un point de vue juridique. Et donc moi, la présentation que je vais faire, c'est à partir des appels de notre ligne juridique, et donc c'est absolument pas une analyse objective de ce qui se passe sur les maltraitances en France, mais disons que c'est un éclairage d'un point de vue particulier. Voilà. C'est le premier point d'attention que j'aimerais vous présenter dans mon propos. Donc, comme je le disais, la ligne juridique. Alors, par contre, j'ai beaucoup de bruit de fond. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. En tous les cas, j'ai beaucoup de. Donc, il y a un travail qu'on a fait. Donc, c'est à partir de nos appels. On a environ 8600 sollicitations sur notre ligne juridique et on a eu après à peu près 230 sollicitations qui ont été taguées sur la thématique maltraitance. Donc voilà, vous voyez que par rapport aux 8600 sollicitations, c'est un chiffre assez faible. Mais qui est quand même en constante progression depuis 2021, depuis 2019 par exemple. Voilà, donc, on a de plus en plus d'appels qui concernent les maltraitances sur notre ligne d'appel. Donc 230 appels codés sur la thématique de la maltraitance en 2022, et de ces 230 appels, on a analysé une centaine de verbatims sur cette thématique. Alors évidemment, il y a un biais, vous le voyez tout de suite, vous n'appelez la ligne juridique de France Asso Santé que quand ça va mal, voire très mal. Et donc, en fait, vous allez voir dans le panorama que je vous montre, en fait, c'est plutôt ce qui va mal plutôt que ce qui va bien. Bon, bref, en tous les cas, ça apporte un éclairage à nuancer avec les éclairages probablement autres de la salle. Alors déjà, en premier, vous dire que on a été très étonnés, on pensait que dans les appels Santé Info Droit, on aurait une surreprésentation des EHPAD. Ce n'est pas le cas. La maltraitance n'épargne aucun lieu ni aucune profession. C'est-à-dire qu'on a des appels à la ligne Santé Info Droit sur des situations de maltraitance aux urgences, mais également sur des prises en charge de maladies chroniques en dehors des établissements, notamment à domicile. Et surtout, on pourrait s'attendre à une surreprésentation de certaines professions. Pas du tout. Donc, ça touche autant des aides-soignants que des médecins, que des infirmiers, que des cadres, que des administratifs. Donc, voilà, il y a vraiment, comment dire, la maltraitance, oui, n'épargne aucun lieu ni aucune profession. Donc là, c'est une présentation du codage. Vous voyez, on a quand même plus d'occurrences à l'hôpital et dans les EHPAD, mais on a aussi des occurrences dans les cliniques psychiatriques, dans les cabinets de ville, dans un institut médico-éducatif, dans un centre de dialyse, etc. Donc,
Voilà, vraiment pas de lieu, ça touche tous les secteurs en termes d'offres de santé. Aucune profession, je le disais, donc on a autant des personnels administratifs que des personnels soignants, que des personnels médicaux, que des personnels paramédicaux, que des personnels médico-éducatifs, que des services à domicile. Dorénavant, maintenant sur la question du cotage des formes de maltraitance, on a autant des maltraitances graves, par exemple des privations de liberté, des violences sexuelles, que des maltraitances du quotidien. Des propos vexatoires, notamment sur le poids, des petites privations, alors il n'y a pas de petites privations, mais des privations notamment de sommeil, des réveils inopinés, des refus de consommer certains types d'alimentation, des restrictions d'hygiène, et surtout, ce qu'on peut dire là, c'est que il n'y a pas forcément des maltraitances spectaculaires, mais il y a aussi beaucoup de petites violences du quotidien, des propos méprisants ou brutaux du quotidien, mais en fait qui ont un impact tout aussi fort sur les victimes. Donc, en tout cas, dans l'analyse qui revient souvent du codage de ces appels, on a beaucoup de maltraitances aussi qui sont liées au fait que les soignants, sans d'ailleurs forcément toujours s'en rendre compte, sont dépassés par l'organisation des soins. Il y a trop de demandes et pas assez de soutien, notamment c'est assez vrai pour les EHPAD, pour les tournées de repas, pour la prise en charge des soins d'hygiène, et donc c'est souvent quand même cette raison-là qui est avancée. Voilà, donc vous voyez, c'est très équilibré dans les divers types de maltraitance. On a de la négligence, de l'atteinte au droit, de la maltraitance psychologique, de la violence verbale et de la violence physique. Voilà. Donc là, je vous ai mis, je passe un peu rapidement parce que c'est les verbatims, mais là, typiquement, on a une dame, elle est devenue incontinente parce que personne ne prend le temps de l'accompagner aux toilettes. Donc voilà. Il y a la pose d'une sonde urinaire parce que ça prend trop de temps de faire manger à la cuillère. Il y a aussi une dame là en EHPAD dont la mère exprime le fait qu'en fait elle est surmédicamentée pour gérer ses crises d'angoisse. Voilà. Bon, vous aurez le diaporama, donc je vous laisserai lire les verbatim, mais là on a une autre dame qui appelle, le motif d'appel est sa sœur polyhandicapée, on l'oblige à rester dans sa chambre en permanence. Donc ça c'était un appel pendant la période Covid. On a aussi plus de la violence qui est d'ordre physique ou psychologique. Donc notamment rester physique, c'est rester en dehors sur un banc sans couverture jusqu'à 6h30 du matin. Une violence verbale, c'est un médecin qui dit à une dame qui a une réclamation, j'aurais dû vous laisser crever. Bon voilà, c'est de la violence verbale. Bon voilà, je vous passe les verbatims, vous les aurez, on en a beaucoup comme ça. Alors, ce qu'il faut dire aussi sur le bilan de notre étude, c'est qu'il y a une constante quand même, j'allais dire universelle dans les situations de maltraitance, c'est que c'est à chaque fois la vulnérabilité de la personne. C'est-à-dire que ça n'arrive pas chez une personne qui est en bonne situation, qui a confiance en elle, qui est qui mange la vie, etc. Systématiquement, dans tous les verbatims qu'on a codés, qu'on a analysés, on a une personne fragilisée par son grand âge ou au contraire son âge jeune, la présence associée de troubles cognitifs qui peut altérer la capacité de discernement, ou alors une situation d'épuisement en situation de maladie chronique, ou alors une fragilité psychologique ou un handicap qui fait qu'on n'est pas forcément, quand la maltraitance arrive, on n'est pas forcément dans la capacité de se défendre. Voilà, et de rétablir ou de faire valoir ses droits, parce qu'on est dans une situation qui fait qu'on est dans une situation de fragilité et qu'on n'a pas toutes les ressources pour faire face à la situation de maltraitance. Voilà.
Et enfin, donc il y a un autre invariant, si je puis dire, c'est aussi la question de... ça nous a sauté aux yeux, la majorité des victimes sont des femmes. Donc voilà, en termes de nombre, il y a beaucoup plus de femmes qui subissent des maltraitances que des hommes. Et surtout, en termes d'acteurs qui passent le coup de fil à Santé Info Droit, donc qui dénoncent la maltraitance au téléphone et qui veulent obtenir réparation, on a beaucoup le rôle des conjoints, des parents ou d'une fratrie. C'est-à-dire la personne elle-même est vulnérable et c'est son frère, sa sœur, son conjoint ou ses enfants, on a beaucoup les enfants, notamment en EHPAD, qui dénoncent la situation. Vous voyez, donc c'est quasiment, en fait, on a quasiment le même nombre de patients qui dénoncent victimes que d'entourage. D'où l'importance de l'entourage dans l'analyse et les signalements. Voilà, prendre en compte la parole de l'entourage. Donc là, je vous ai mis un exemple de verbatim d'une dame qui a fait un AVC. C'est sa fille qui appelle Santé Info Droit et qui dit elle ne peut plus parler, elle a une aphasie du langage. Je l'ai retrouvée nue en train de crier sur une chaise attachée avec des soignants qui riaient devant la scène. Donc voilà, là c'est un exemple de personnes d'aidantes, en l'occurrence, qui décrivent une scène. Voilà. Donc beaucoup de situations d'AVC, voilà, de personnes qui sont en situation de fragilité et cognitive et physique, j'ai envie de dire, et clinique. Et donc voilà, donc on a remarqué que l'AVC aussi était un facteur fragilisant, que beaucoup de cas de maltraitance se passent sur des personnes qui viennent de subir un AVC. Voilà. Rapidement, parce que là je pense qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, mais vous aurez eu un panorama de nos travaux, en tout cas de ces travaux d'analyse de nos appels, c'est que de ce qu'on voit, c'est quand il y a un problème, il y a plusieurs problèmes qui s'enchaînent. C'est-à-dire que quand il y a un problème au niveau de la relation de soins, ce que j'ai appelé là micro-soins, de la relation individuelle de soins, ensuite les chaînes de régulation supra, au niveau établissement ou au niveau même à l'extérieur des établissements, des différentes lignes téléphoniques ou des régulateurs externes, par exemple défenseurs des droits ou autres, en fait, en général, quand la situation n'est pas résolue au niveau de la situation micro, au niveau de la relation de soins, il y a une espèce d'effet d'enchaînement qui fait que c'est difficile aussi à se résoudre au niveau méso et au niveau macro. Donc ça, je ne sais pas s'il y a des débats en cours là-dessus, ou s'il y en a eu dans la salle, ou s'il y a des recherches sur ces niveaux-là, mais en général, en tous les cas, quand il y a un niveau de régulation qui n'est pas effectué au niveau micro, eh ben, les niveaux de régulation supérieurs ne sont également pas opérateurs de régulation. Et donc ça, c'est une vraie question, c'est comment, au niveau de la relation individuelle, on n'arrive pas à réguler la situation, comment les niveaux supérieurs peuvent prendre le relais. Et actuellement, on voit que c'est une grosse difficulté à ce niveau-là. Et au contraire, quand il y a un bon niveau de régulation au niveau du service, de la relation individuelle de soins, bah, finalement, il n'y a pas besoin de monter en niveau de régulation, puisqu'en fait, il y a une régulation rapide et efficace du niveau le plus proche de la patient ou du patient maltraité. Donc ça, c'est une vraie question ouverte à laquelle on n'a pas de réponse, évidemment, puisque nous, on fait des constats. Donc voilà, des niveaux hiérarchiques, quand on monte, des niveaux hiérarchiques donc supérieurs à la relation individuelle de soins qui ne sont pas forcément opérants. Donc on a une vraie réflexion à avoir. On est très content qu'il y ait des états généraux qui soient là pour mettre à plat en fait, cette question des maltraitances et vraiment lancer une réflexion ouverte et globale. Donc là, j'ai des verbatims de niveaux inopérants de régulation. Par exemple, le numéro de téléphone 3977 qui ne marche pas pour une dame en EHPAD. Là, on a un niveau inopérant au niveau de la direction d'un établissement. Il y a une dénonciation. Voilà. Donc là, c'est une soignante
qui alerte plusieurs mois qu'il y a des cas de maltraitance et la direction ne bouge pas. Donc c'est intéressant. Les soignants peuvent être aussi des déclarants des maltraitances. Il n'y a pas que les patients ou les proches. Ça, moi, je trouve ça, c'est une situation intéressante. Et donc là, on a des niveaux de non-réaction, j'ai envie de dire. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler fortement, parce que du coup, chez les victimes, ça crée un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire, à mon petit niveau, à mon niveau micro, c'est pas régulé, au niveau macro, c'est pas régulé, au niveau méso, c'est pas régulé. Donc, un sentiment d'impuissance, c'est des gens qui sont perdus dans le système de soins pour faire face à ces maltraitances. Voilà, donc il y a plein d'exemples là-dessus, mais voilà, je vais peut-être m'arrêter là, comme si vous n'avez pas de retard, je vais peut-être m'arrêter là sur le niveau de constat, et peut-être s'il y a la place à des questions, répondre aux questions si ça vous va. J'ai essayé de faire vite. Quelle est votre question, Monsieur Charpentier? S'il n'entend pas, voilà, en ce moment-là, mettez-vous. Donc, Monsieur Charpentier, ça vous dit quelque chose, Alexis? Ce nom de famille m'est très familier. Salut, Patrick. Salut, Alexis. Non, je voulais simplement dire que si on prend les deux secteurs qui sont le sanitaire d'un côté et le médico-social de l'autre, je pense qu'aujourd'hui, dans la vulnérabilité des publics qui sont à l'hôpital, le parcours de la plainte et de la réclamation, il est aujourd'hui lisible. La commission des usagers a accès au registre des plaintes et des réclamations. Je veux dire que si un usager aujourd'hui souhaite qu'il y ait un représentant des usagers dans la médiation le concernant au niveau de sa plainte, nous sommes présents dans la médiation. Donc on a un fonctionnement sanitaire qui est assez lisible. Je ne dis pas que c'est... Pour revenir sur la médiation et la nature de la médiation à l'hôpital, c'est un autre sujet. Si je prends le champ du médico-social, l'équivalent de la commission d'usagers, c'est le conseil de la vie sociale. Il n'a aucune compétence pour le traitement des plaintes et des réclamations. Nous, on a un CEPOM avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine sur le volet médico-social, où on a abordé toute la dimension du CVS. Alors, il y a un nouveau décret sur le conseil de la vie sociale, et je pense que c'est important de regarder le champ d'investissement de ce nouveau décret, qui va élargir la représentation des différents partenaires en conseil de la vie sociale, avec éventuellement le défenseur des droits. Mais on n'a pas traité ce processus de la réclamation et de la plainte. Elle va tous azimuts aujourd'hui. Et dans le constat qu'on a rendu à l'ARS, qui est présente, on a un constat de faiblesse qui est énorme. C'est que les personnes qualifiées sur la compétence de la médiation sur ces situations-là, on a un dispositif complètement obsolète. On a des arrêtés de nomination qui datent de je ne sais plus quelles années. Alors, on est en train de retoiletter un petit peu ces dispositifs, mais ça veut dire qu'il faut le repérer, il faut le restructurer sur des hommes et des femmes, sur des volets personnes âgées, personnes en situation de handicap, enfance, adolescence. Il faut automatiquement mettre un registre de sollicitation de ces personnes unique en Nouvelle-Aquitaine. Il faut aussi, derrière, avoir capacité d'échanger avec ces gens-là, de les former. Bon, nous, c'est le rendu qu'on fera un petit peu cette année au niveau de l'ARS, de façon à ce que l'année prochaine, peut-être, d'autres partenaires, plus centrés sur le médico-social, s'approprient ces dispositifs. Mais c'est important de le préciser. Je vous rappelle qu'en période de crise, il a fallu que la cellule éthique crée une cellule d'écoute, pas pour traiter les réclamations, simplement pour être à l'écoute des professionnels, des résidents, des familles, sur ce qui était difficile à accepter et à vivre dans cette phase Covid. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros travail, et j'espère que les états généraux, dans le champ du médico-social, vont permettre d'aborder et de traiter ces véritables sujets. Sinon, aujourd'hui, les gens ils vont vers le maire, vers le député, ils vont vers le sénateur, ils vont vers tous les interlocuteurs potentiels, mais au bout du bout, on s'aperçoit qu'on ne traite pas véritablement la question qui est celle de la personne. Alors pas sur le projet individuel, parce qu'il peut se traiter en interne à l'établissement, mais quand il y a problème, ça devient très très difficile. Voilà ce que je voulais un petit peu relater. Merci, Monsieur Charpentier. Alexis, on te remercie de ta présentation. Je pense qu'on reviendra dans les semaines, en tout cas au plus tard en 2024, vers vous, notamment quand vous aurez publié ce rapport par rapport à ce travail et sur lequel on pourra rebondir comme matière pour travailler avec les équipes en lien avec les usagers. Et à votre disposition, oui. À votre disposition pour
éventuellement transformer les vrais témoignages en vignettes cliniques. Tout à fait. Pour faire travailler les services qualité. Oui. Vraiment, ça sert à ça, en fait. On est dans une visée d'amélioration. Oui. Et pas de jugement. Et donc, vraiment, faut que si ça sert à ça, c'est merveilleux pour tout le monde. Très bien. À très bientôt, Alexis. Au revoir. Bon courage. Merci.